sur France 2. Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. La volte-face de la justice. Jean-Maurice Agnolet a été condamné en appel à 20 ans de prison pour l'assassinat d'Agnès Leroux, riche héritière d'un casino. L'affaire est vieille de 30 ans. Il avait été acquitté en première instance. Les futurs médecins dans la rue, des milliers d'internes et d'étudiants ont défilé contre les projets de restriction de la liberté d'installation dans les zones où les praticiens sont déjà nombreux. Le gouvernement propose des états généraux l'an prochain. Cher, très cher, yaourt et fromage. Les grandes marques de l'étage annoncent une augmentation des prix de leurs produits de 10 à 17% le mois prochain. C'est la conséquence de la flambée des cours du lait. La sécurité routière, près de 70 000 personnes ont perdu leur permis de conduire l'an dernier, un chiffre en forte augmentation. La fraude et les marchés parallèles sont en plein développement pour les points de permis, c'est le dossier de cette édition. À l'étranger, George Bush n'avait pas besoin de cela. Pour la première fois, des familles irakiennes portent plainte pour crimes de guerre contre la société privée de sécurité Blackwater. Après plusieurs fusillades meurtrières à Bagdad, le FBI est saisi. Enfin, le prix Nobel de littérature a été attribué à la Britannique Doris Lessing, 88 ans. Son œuvre est marquée par l'Afrique et la cause féministe. D'abord donc ce verdict surprise qui marque un virage complet de la justice dans l'une des grandes énigmes criminelles de ces 30 dernières années. Jean-Maurice Agnolet a été reconnu coupable en appel de meurtre avec préméditation sur celle qui était sa maîtresse à l'époque, Agnès Leroux, une riche héritière dont le corps n'a jamais été retrouvé. Un verdict accueilli par des cris et des larmes à Aix-en-Provence. Dominique Verdeillan, Samuel Humez sur place. À bout de force, René Leroux soutenu par ses enfants et petits-enfants. Quelques minutes plus tôt, elle a entendu des mots simples qu'elle attendait depuis 30 ans. Maurice Agnolet, coupable. Je suis contente du résultat, mais hélas, je sais que malheureusement, je ne reverrai jamais ma fille. Et c'est ça le plus dur. C'est la fin d'un combat quand même pour vous. C'est une page qui s'ouvre, oui, non ? oui. Oui, à mon âge, je vais avoir 86 ans à la fin de l'année. Ça fait 30 ans, c'est dur. Les derniers pas de liberté de Jean-Maurice Agnolet ce matin, toujours aussi déroutant par sa désinvolture. Je suis étranger à cette affaire, furent ses derniers mots jurés. Après sa condamnation à 20 ans, il apparaît dans le box, souriant, décontracté. Guillaume, l'un de ses fils, se dit abasourdi par ce verdict. On n'y croit pas, on est persuadé de l'innocence, c'est même certain. On sait que c'est un vote, c'est pas quelque chose qui définit la réalité, c'est un vote, les gens ont voté, mais on n'y croit pas. L'affaire Agnès Leroux commence ici, le 30 octobre 77. La jeune fille âgée de 29 ans quitte son domicile niçois. On ne l'a jamais revue, ni vivante, ni morte. Héritière du palais de la Méditerranée, elle a vendu 3 millions de francs ses parts à l'ennemi juré du clan Leroux. Au centre de cette transaction, son avocat, qui est aussi son amant, Jean-Maurice Agnolet. Jean-Maurice Agnolet, qui est désormais l'assassin d'un crime sans cadavre. Comment peut-on juger, 30 ans après, un homme sans que l'accusation soit capable de dire où, quand et comment le crime aurait été commis? Nous avons affaire à une erreur judiciaire. Ce soir, le combat de René Leroux prend fin. Celui de Jean-Maurice Agnolet commence. Bonsoir Dominique Verdeillan, vous êtes en direct d'Aix-en-Provence. Alors acquittement en première instance, lourde condamnation en appel, comment expliquer cette volte-face ? Écoutez, d'autant plus que cette volte-face est tombée à la vitesse de l'éclair. 2 petites heures de délibéré pour dire le contraire de ce que la justice dit depuis 30 ans. Un non-lieu en 85 et vous l'avez rappelé, un acquittement en 2006. Alors cela veut dire que l'intime conviction des jurés s'est forgée au fil des audiences et que le délibéré de cet après-midi était en quelque sorte qu'une formalité. Parce que le président de la cour d'assises et les parties civiles ont su mettre Jean-Maurice Agnolet face à ses mensonges, ses contradictions, son cynisme. Parce que la défense a oublié que dans le passé, on a déjà condamné des crimes sans cadavre. Parce que c'est aussi la force de l'appel en matière criminelle qui existe dans notre droit depuis maintenant, j'allais dire seulement 7 ans. Bref, le procès de Maurice Agnolet se résume à une équation, 20 ans de réclusion criminelle qui essaye d'effacer 30 ans de liberté.
Merci Dominique, et signalons que Jean-Maurice Agnelet a décidé ce soir de se pourvoir en cassation. Autre titre de l'actualité, l'inquiétude des étudiants et des internes en médecine qui s'apprêtent à exercer dans quelques années. Ils étaient 8 à 10 000 à manifester dans les rues de Paris, c'est la plus forte mobilisation depuis longtemps. Motif, le gouvernement envisage de limiter leur liberté d'installation car il y a trop de médecins dans les villes et pas assez dans certaines campagnes ou dans les banlieues déshéritées. Nicolas Lemarinier, Frédéric Delarue. Les internes se font entendre, tous unis cet après-midi pour refuser le projet de la ministre de la Santé. Le principe, si un jeune médecin s'installe dans une zone où il y a déjà suffisamment de praticiens, il n'est pas conventionné. Conséquence, ces patients ne sont pas remboursés par la Sécu. C'est une diminution de notre liberté de médecin. On sait que ce n'est pas la solution pour les gens en campagne. On aimerait bien trouver une solution, mais la solution, ce n'est pas de nous imposer des choses. Ce qu'il faut, c'est faire des mesures incitatives pour qu'on aille dans les endroits où il n'y a pas suffisamment de praticiens, etc. Pas des mesures coercitives. Roselyne Bachelot veut orienter les diplômés vers les zones rurales sans médecin. Les internes sont conscients du problème, mais eux, ce qui les inquiète, c'est d'être l'unique docteur à des kilomètres à la ronde. Vous n'avez pas de laboratoire ou pas de cabinet de radiologie. Le médecin, il est seul, il est vraiment seul. Le médecin généraliste solitaire, aujourd'hui, ne peut pas exercer sa médecine dans des conditions satisfaisantes pour répondre aux attentes de ses patients. Opération Sécu morte devant le ministère. Selon les internes, s'il n'y a plus de remboursement, ce sont les assurances privées qui prendront le relais pour les patients qui ont les moyens. Une médecine à 2 vitesses pour ces futurs docteurs qui menacent de se mettre en grève illimitée à partir de lundi. Et ce soir, le gouvernement propose d'organiser sur ce sujet des états généraux de la démographie médicale en 2008. Autre manifestation dans plusieurs villes de France, cette fois contre les franchises médicales. Ils étaient plusieurs centaines de retraités ici à Rouen et un peu plus d'1 millier à Orléans à l'appel de plusieurs organisations. Le projet de franchise a été présenté en Conseil des ministres aujourd'hui et prévoit notamment, rappelons-le, une part non remboursée de 50 centimes sur les médicaments. Économie, les laitages sont-ils en train de devenir des produits de luxe? On est encore loin du compte, heureusement, mais les grandes marques ont indiqué aujourd'hui qu'elles allaient augmenter le prix de leurs produits de 10 à 17% le 1er novembre. C'est la conséquence de la flambée des cours du lait dont on parle depuis plusieurs mois. Valérie Lerouge, Bernie Mériot. Apparemment, le lait ne se fait pas rare. Les palettes débordent, pas de pénurie. D'ailleurs, les prix restent inchangés, mais certains clients font déjà les stocks. Je viens pour prendre 3 packs à la fois parce que j'ai peur de cette hausse de lait qui est peut-être injustifiée, mais je ne sais pas. Au contraire, c'est justifié et les étiquettes devraient valser d'ici un mois. Les 2 géants du secteur l'ont annoncé. Le producteur des camemberts président du Chaussée-aux-Moines, le groupe Lactalis, annonce une hausse de 17%. Son concurrent Danone, plus 10%. En cause, la flambée des cours du lait. Après des années de baisse, il remonte depuis 6 mois et devrait dépasser les 30 centimes d'euros le litre payés aux producteurs en 2008. Car si la consommation mondiale augmente, et notamment en Chine, la production, elle, diminue. Beaucoup d'éleveurs abandonnent en effet, faute de rentabilité. Le prix du maïs a doublé, le prix des févroles a doublé, même plus que doublé. Le prix du colza a pratiquement doublé. Il y a une telle augmentation du coût de l'alimentation que je perds de l'argent à produire du lait. La solution pour enrayer cette hausse des prix serait d'augmenter la production de lait, mais les quotas laitiers sont passés par là et il n'y a pas suffisamment de vaches aujourd'hui. Et dans ce contexte de pénurie relative, les priorités sont en train de changer. Ainsi, les biocarburants ne font plus du tout l'unanimité. Aujourd'hui, le rapporteur de l'ONU pour le droit à l'alimentation, le Suisse Jean Ziegler, a même demandé un moratoire international sur leur production. Motif, ils occupent trop de surface cultivable. Un plein de 50 litres équivaut selon lui à l'alimentation d'un enfant pendant 1 an. Alors les biocarburants pour ou contre, les éléments du débat avec Laurence Decherf et Frédéric Faure. C'est la pleine récolte de la betterave en Picardie. Sur les 60 hectares qu'il cultive, cet agriculteur en produit une dizaine pour faire des biocarburants. Voici une betterave sucrière qui sert à faire du sucre ou soit de l'alcool, de l'éthanol. Et là, en l'occurrence? En l'occurrence, celle-ci est destinée à l'éthanol. Betterave, colza ou blé pour la France, canne à sucre pour le Brésil et maïs pour les États-Unis. Le monde entier ne voit plus que par ces carburants d'origine végétale. 40 millions de tonnes en 2006, rien il y a encore 30 ans.
Alors qu'il faudra nourrir 9 milliards d'humains en 2050 et doubler la production agricole, les biocarburants sont-ils en concurrence avec l'alimentation? La question est posée à Jean-François Loiseau, sur la gauche, représentant des producteurs de biocarburants, et à Fabrice Nicolino, sur la droite, auteur d'un ouvrage les dénonçant. Les biocarburants ne font pas du tout concurrence à l'alimentation. L'amélioration des rendements avec de moins en moins de consommation d'engrais et de pesticides, parce que les techniques sont de plus en plus performantes, permettra à la fois de fournir les besoins pour l'alimentaire et d'avoir une fourniture pour des besoins énergétiques. Aujourd'hui, le prix des céréales explose dans le monde entier, celui du blé, du maïs et puis d'autres, le soja y compris, pour une raison très simple, c'est que la demande pour les biocarburants augmente. Les États-Unis consacrent le quart de leur production de maïs à la fabrication de biocarburants. L'intérêt écologique est également remis en cause. La culture de ces végétaux basée sur la photosynthèse est-elle si intéressante pour la bonne santé de la planète? Oui, les biocarburants sont intéressants pour lutter contre le réchauffement climatique parce que les biocarburants sont produits à partir de céréales ou de betteraves. Et lorsqu'on fait pousser ces plantes, on utilise le gaz carbonique de l'air et on rejette de l'oxygène. Non, pas du tout. Les études sérieuses, publiées dans des grandes revues scientifiques, montrent qu'au contraire, les biocarburants sont pires que le pétrole par rapport au climat, par rapport à la crise climatique. Et pour une raison très simple, c'est que les études du lobby les fausses études du lobby industriel oublient des parties entières de la question, comme les transports, l'usage d'engrais, de pesticides, ou le problème crucial de la déforestation dans les pays tropicaux. Car au Brésil, avec la canne à sucre, ou en Indonésie avec les palmiers à huile, les planteurs brûlent des milliers d'hectares de forêt pour entrer dans la course aux biocarburants. En France, en 2008, on devrait atteindre 3 millions de tonnes de ces carburants verts. Très vive émotion à Bailleul dans le Nord. La nuit dernière, un pompier volontaire de 35 ans, père de 3 enfants, est mort dans un incendie apparemment banal, dans une supérette. En fait, il est tombé, puis s'est perdu dans l'épaisse fumée. Il est mort asphyxié. C'est le 3e accident de ce genre cette année parmi les volontaires dont ça n'est pas le métier. Elsa Palot, Patrick Wurstorm. 45 minutes de réanimation en vain. Daniel Osdez vient de mourir et ses collègues pompiers sont effondrés. Le volontaire de 35 ans est mort au feu en pleine intervention sur l'incendie d'une supérette du centre-ville de Bailleul. Un autre pompier a été brûlé lors de cette opération qui a mal tourné. Les 2 pompiers ont chuté et c'est ainsi le premier a dû sortir des lieux, a dû être évacué et le second, hélas, n'a pu sortir et visiblement il est décédé asphyxié. Ses camarades l'ont cherché pendant plusieurs minutes, mais la fumée était épaisse au cœur du brasier. À l'émotion s'ajoute donc un sentiment d'impuissance. On se dit toujours si on avait pu, si on avait su, si on avait su le chercher. Pourtant c'est pas faute d'essayer, puisque moi j'ai essayé. On a essayé à 4 d'aller le chercher. On est confronté au risque, c'est notre métier. Mais on n'est jamais préparé à mourir. Malgré l'émotion, personne ou presque n'envisage de renoncer à la vocation dans cette caserne de 52 pompiers, malgré les risques et malgré les contraintes. Car les volontaires qui représentent 80% des pompiers en France assurent de nombreux jours d'astreinte, peu rémunérés. Ils doivent alors se libérer de toute obligation professionnelle ou personnelle. C'est le temps avec la famille, ce qui manque. C'est toujours pareil. On passe plus de temps ici presque. Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter? Pas grand-chose. Et pourquoi? Pourquoi c'est si fort? On l'a dans le sang. Daniel Osdez est le 3e pompier mort au feu cette année. Ses obsèques devraient être célébrées mardi. La sécurité routière, c'est demain que seront publiés les derniers chiffres pour le mois d'octobre. La tendance est repartie à la baisse, tendance positive donc depuis le début de l'été. Cette sévérité sur les routes a des conséquences très directes. L'an passé, près de 70 000 personnes ont été privées de leur permis de conduire et sont donc condamnées à rouler en vélo ou en mobilette. Une situation inédite. Certains exaspérés se regroupent en associations, d'autres ont recours au système D. Les égarés du permis à points, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Diego Garcia, Frédéric Capron, Caroline Librecht. Si les automobilistes ont souvent les oreilles qui sifflent, c'est que les opérations de contrôle sont de plus en plus nombreuses. Principale infraction, l'usage du portable au volant. Ici, une interpellation toutes les 5 minutes. Vous avez déjà fait l'objet de pertes de points sur votre permis de conduire ou pas? Oui, j'ai 2 pertes de points, je dois être à 10 points ou 9. D'accord. Je pense que simplement prendre un téléphone, regarder ce qui vous appelleront et perdre 2 points pour ça, ça me paraît disproportionné alors que vous en perdez simplement peut-être que 4 dans des infractions très graves.
Au total, les contraventions routières ont rapporté 560 millions d'euros à l'État en 2006. 8 millions de points ont été enlevés en France l'an dernier. 69 000 permis annulés. Suspension des permis de conduire, bonjour. Le nombre de conducteurs privés du précieux sésame explose. Le standard de la préfecture de police est débordé. Pour ce responsable chargé des permis de conduire, la grogne des automobilistes n'a pas lieu d'être. Ils n'ont pas raison de se plaindre. On ne peut pas dire, personne ne peut se prévaloir. Je faisais des bêtises qui n'étaient pas sanctionnées jusqu'à présent. Désormais, elles sont sanctionnées. Donc, je ne suis pas content. C'est comme si les voleurs faisaient un syndicat en disant, jusqu'à présent, je pouvais piquer des choses dans les magasins. Et désormais, je suis arrêté dès que je vole une pomme ou une banane. Monsieur Lauria dirige une agence immobilière. Téléphone, ceinture. En cumulant les petites infractions, il a perdu théoriquement ses 12 points. Malgré cela, il conduit. On peut perdre son permis du jour au lendemain sans l'avoir forcément mérité. Le système est devenu absolument répressif et puis on peut perdre ses points en une seule journée pour des infractions qui sont absolument anodines. À sa colère s'ajoute l'incompréhension. Monsieur Lauria a contesté certaines infractions et obtenu gain de cause. Le problème, c'est que l'administration n'en est pas encore officiellement informée. Le retrait de points, je ne comprends pas pourquoi on m'a dit que mon solde était nul alors que j'ai 2 décisions de justice qui confirment que j'ai toujours mes points sur mon permis. En attendant une régularisation, en cas de contrôle, il risque une garde à vue. Le marché des points de permis est devenu un véritable business, quelquefois totalement illégal. Sur Internet, certains automobilistes proposent de reconnaître une infraction qu'ils n'ont pas commise et donc de perdre des points à la place du fautif. Un service qui se facture jusqu'à 1 500 € le point. Effectivement, c'est pas très citoyen, mais bon, on se dit que si d'autres personnes le font, pourquoi on peut pas le faire. Donc c'est illégal, mais voilà quoi. Plus dangereux encore, 2,5 millions de Français rouleraient sans permis, comme cet homme, qui continue à conduire en attendant de repasser un jour peut-être le permis. Je suis obligé, je travaille, j'ai un métier où je finis très tard, qui est cuisinier, donc j'ai pas de moyen de locomotion pour rentrer. Est-ce que autour de vous, vous connaissez d'autres personnes qui conduisent sans permis? Alors je pense qu'il y en a qui doivent conduire sans permis. Vous pensez, vous en êtes sûr? J'en suis sûr. Le phénomène risque de s'amplifier. C'est pourtant un délit aux yeux de la loi puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. Depuis l'instauration du permis à points, le nombre de morts sur les routes françaises a été divisé par 2. En bref, Jean-Baptiste Ayrault et 3 autres militants de l'association Droit au logement ont été embarqués par la police cet après-midi. L'opération des forces de l'ordre visait à évacuer plusieurs dizaines de mal logés installés dans des tentes ou à même le trottoir près de la Bourse à Paris. La circulation était encore bloquée tout à l'heure. C'est la 3e opération de ce genre de la police dans ce campement en plein Paris. Une nouvelle mesure contre les fumeurs de cannabis. La France, vous le savez, détient un record en Europe dont elle se passerait bien avec 1 200 000 fumeurs réguliers. Eh bien, en cas d'interpellation, ils devront désormais suivre un stage de 2 jours à leurs frais, jusqu'à 450 € tout de même. Et il s'agit de sensibilisation et de fait, toutes les drogues sont concernées. Explication à Maury Guibert, Alain Locasio. À 29 ans, Sabrina a déjà un long passé de consommatrice de cannabis. Son premier joint, c'était à 14 ans. Aujourd'hui, elle en fume 1 par jour et se considère elle-même comme toxicomane. C'est pas une dépendance physique. Le matin, je me lève, je tremble pas si je fume pas, ou je deviens pas extrêmement violente si je ne fume pas. Mais je sens que j'ai besoin de fumer. Je fume. Ouais. Une consommation décomplexée, banalisée, inquiétante, disent les pouvoirs publics. Chez les jeunes de 16-17 ans, 38% ont déjà essayé le cannabis, 4% l'ecstasy, 3% la cocaïne. D'où l'idée d'un stage pour les simples usagers de drogue arrêtés par la police. Imposé par le procureur, il sera payant et durera 2 jours. Une nouvelle sanction à la disposition du magistrat. Il pourra envoyer, s'il s'agit d'un usager qui a des problèmes de santé, qui est dépendant d'une drogue, il pourra l'envoyer voir le médecin. Mais si ça n'est pas le cas, il pourra considérer que l'obligation d'accomplir ce stage est suffisante. Une alternative pour éviter aussi l'engorgement des tribunaux, car les arrestations pour usage de drogue sont en hausse, 91 700 pour le cannabis, près de 2 500 pour la cocaïne, plus de 1 500 pour l'ecstasy. Le stage inversera-t-il cette tendance? Rien n'est moins sûr selon certains spécialistes qui pointent les limites du dispositif, notamment sa durée. Ça peut être l'occasion d'un repérage et d'un premier contact avec l'institution. Le traitement de la dépendance, je vous l'accorde, nous ce sont des programmes de 6 mois à 1 an, ne se traite pas en 2 jours.
Le stage sera appliqué dès le début de l'année prochaine, le temps pour le ministère de la Justice de signer des conventions avec des associations. Politique avec d'abord une date à noter dans vos agendas, c'est le 9 et le 16 mars de l'année prochaine que nous voterons pour les élections municipales, annonce faite aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres. Le lancement tout à l'heure à l'Assemblée de la commission d'enquête parlementaire sur les conditions de libération des infirmières bulgares qui étaient détenues en Libye. Et il s'agit d'une initiative du groupe socialiste. L'Élysée, le gouvernement et la majorité UMP en avaient accepté le principe. Elle sera présidée par l'ancien ministre Pierre Moscovici. Il demandera l'audition de Cécilia Sarkozy, mais sans en faire un casus belli. On l'écoute. Si elle ne veut pas venir témoigner, ce sera sa responsabilité, mais qu'on ne l'y contraindra pas. Voilà. Pour moi, les choses sont claires. Ce n'est pas un sujet de grande polémique. Et je pense qu'il ne faut pas réduire cette commission d'enquête à l'affaire Cécilia. Ça n'est pas la commission Cécilia. Il y a derrière ça des enjeux nucléaires, des enjeux militaires, des enjeux politiques qui sont très importants. Pierre Moscovici qui estime aussi que l'audition du colonel Kadhafi est également envisageable. Toujours au Parlement, les suites de l'affaire EADS et des soupçons de délit d'initié. Devant les sénateurs, la ministre de l'économie Christine Lagarde a rendu compte de l'enquête de l'inspection générale des finances. Eh bien, cette enquête dédouane l'État. Il n'était pas informé des déboires de l'A380 au moins jusqu'à la fin du mois de mai 2006. À noter par ailleurs qu'Arnaud Lagardère sera auditionné le 25 octobre, cette fois à l'Assemblée nationale. L'immigration est une véritable bénédiction. En plein débat sur la nouvelle loi, cette petite phrase ne passe pas inaperçue, mais c'est en Italie qu'elle a été prononcée par le ministre des Finances. Le pays est confronté à une forte pression migratoire, mais on estime là-bas que le nombre d'étrangers qui a augmenté de 10% en un an est en fait un gain pour l'Italie. Certains villages du Sud y voient une chance de repeuplement. C'est le cas à Riace en Calabre. Même les clandestins sont les bienvenus là-bas. Envoyés spéciaux Philippe Visserias, Karine Guillaume. L'histoire commence il y a 9 ans, sur cette plage de Calabre, où débarquent une centaine de clandestins, des Kurdes pour la plupart. Sur les hauteurs, le maire de Riace se dit alors que ces étrangers sont envoyés par la Providence pour faire revivre son village, saigné par l'exode rural. Une cinquantaine de Kurdes seront accueillis à Riace. C'est le monde occidental qui oblige ces gens à émigrer. Car les richesses sur Terre sont très mal distribuées. Et quand ils arrivent ici, de quel droit nous les rejetterions? Monsieur le maire montre fièrement ces maisons reconstruites par ces immigrés et transformées en ateliers d'artisanat. Aujourd'hui, les Kurdes sont partis, mais d'autres ont pris leur place, comme Adiam, l'érythréenne, ou Issa, l'Afghan. Ils sont ainsi une vingtaine, originaires d'Afrique ou d'Asie, à entamer une nouvelle vie dans ce bout d'Italie. Le début, pourtant, n'a pas été facile. Certains me disaient « Mais pourquoi es-tu venu ici ?» Et ils me traitaient de taliban. Depuis, les habitants se sont habitués à ces nouveaux visages. On ne peut pas les laisser mourir, ces gens-là. S'ils ont fui leur pays, c'est qu'ils étaient malheureux là-bas. Pour retenir ces immigrés, Riace emploie les grands moyens. Ceux qui travaillent dans les ateliers gagnent 800 € par mois. Tous sont hébergés et nourris gratuitement et la mairie les aide pour obtenir des papiers. Salman, Mona et leurs enfants sont arrivés il y a 3 semaines. Ici, il y a tout ce qu'il faut, un toit, à manger et l'école pour les enfants. Moi, je veux rester ici. Mais Salman, lui, n'a pas trouvé de travail dans cette région touchée par le chômage. Il rêve de partir vers l'opulente Italie du Nord. Qu'importe, Riace est persuadé que l'avenir passe désormais par ces étrangers. À l'entrée du village, le maire a fait poser un panneau « Riace, pays de l'accueil ». Toujours à l'étranger, un coup dur pour George Bush, déjà très critiqué pour la guerre en Irak. Pour la première fois, des familles irakiennes ont porté plainte pour crimes de guerre contre la société privée de sécurité Blackwater suite à une fusillade meurtrière à Bagdad. Ce n'est pas seulement une affaire entre Washington et Bagdad, c'est aussi le signe d'une privatisation croissante des conflits modernes. Aux États-Unis, correspondance Martine Laroche-Joubert. Ils se distinguent à peine des soldats américains engagés dans les combats en Irak. Et pourtant, ce sont des privés. Chiens de guerre, soldats de fortune, mercenaires, entre 30 000 et 50 000 combattants aux côtés de ces Marines, payés au prix fort par près de 200 sociétés. C'est la seconde armée privée en Irak. Leur autre mission, protéger les convois diplomatiques et toutes les personnalités de passage. Problème, ils ont la gâchette très facile. Accusés de tirer d'abord, de poser des questions ensuite, de se comporter comme des cow-boys.
En ligne de mire, les privés de la puissante société américaine Blackwater, impliqués dans près de 200 incidents en Irak depuis 2005, où ils auraient tiré les premiers dans 80% des cas. En 2004, 4 d'entre eux avaient été lynchés et brûlés vifs à Fallujah. Dernier drame en date le 16 septembre. C'est eux qui tuent une dizaine d'Irakiens innocents à Bagdad lors d'une fusillade alors qu'ils escortaient un convoi diplomatique. Dans cet hôpital, un blessé pendant les tirs. Personne n'a tiré sur eux. Personne ne les a attaqués. Les gens de Blackwater ont tiré au hasard dans la foule. Un comportement qui émeut le Congrès américain. Le PDG de Blackwater, Eric Prince, vient ici défendre ses hommes devant les parlementaires, un milliardaire qui soutient financièrement le Parti républicain. J'ai 1 millier de personnes sur le terrain. Ce sont des hommes et il peut leur arriver de faire des erreurs stupides. Mais ce ne sont pas des cow-boys. Le Congrès vient de voter une loi pour rendre les compagnies de sécurité passibles de sanctions de la part de la justice américaine. Un vœu pieux pour le moment, ces hommes évoluent dans un flou juridique sans passer par la chaîne de commandement militaire. Le Premier ministre irakien demande le retrait de Blackwater. En vain. Faire le ménage au sein de l'armée de l'ombre exigerait une vraie volonté de l'administration de Washington. Retour en France, 27 ans après les faits, l'enquête sur l'attentat de la rue Copernic est relancée. La bombe avait fait 4 morts près de la synagogue à Paris. Une information allemande a permis d'identifier un suspect, un Libano-Canadien de 55 ans. Un portrait robot a été dressé, une commission rogatoire internationale lancée. Révélation du journal Le Figaro. En bref, encore nouvelle audition de Dominique de Villepin dans le dossier Clearstream, une audition qui est toujours en cours à l'heure qu'il est. L'ancien Premier ministre, dans une déclaration ce matin aux journalistes, a implicitement et une nouvelle fois désigné Nicolas Sarkozy comme le responsable, je cite, d'une véritable chasse à l'homme. Les 34 000 buralistes de France redonnent de la voix. Leur congrès annuel a commencé aujourd'hui et chacun a en tête la date du 1er janvier prochain. Le décret d'interdiction de fumer sera alors étendu aux cafés, aux restaurants et aux discothèques. Les commerçants sont surtout inquiets en zone rurale où il est vrai que le bar-tabac est souvent synonyme de convivialité. À Villemeux-sur-Eure, dans l'Eure-et-Loire, Florence Bouqui à Didier Dahan. C'est un village tranquille de la vallée de l'Eure, 1500 âmes et un seul café tabac PMU Presse. Lieu de rendez-vous convivial pour fumeurs et non-fumeurs qui se côtoient respectueusement au moins jusqu'au 1er janvier 2008. On continuera à venir mais ce sera moins fréquent. On va plus étouffer déjà parce que quand on rentre dans le café on a tous la fumée qui vient dans la figure et là ça va changer beaucoup. Est-ce que vous pensez que vous allez aller moins dans les cafés, dans les discothèques ou bien vous allez moins fumer ? Moins dans les cafés et discothèques. La loi anti-tabac inquiète la jeune propriétaire des lieux. Son café marche bien, surtout grâce au PMU, mais les parieurs sont des gens souvent tendus et accros à la cigarette. Pour les garder, elle va investir 15 000 €. Elle veut embellir son bar, mais pas installer de zone non-fumeur. Je trouve que mettre un fumeur en boîte, je trouve ça vraiment dégradant comme image, quoi. Je préfère qu'il aille sur le trottoir fumer sa cigarette à la limite que l'enfermer dans une cabine. 15 km plus loin, une petite zone commerciale et un tabac qui pratique la diversification pour appâter la clientèle. On a pris le loto. Il y a 5 ans, nous avons pris le loto. Il y a 1 an, nous avons pris le PMU. Nous essayons toujours de voir ce que le client a besoin. Mais bon, maintenant, on est à saturation. Le week-end prochain, plusieurs milliers de buralistes sont attendus au salon Losange Expo à La Défense pour trouver de nouvelles idées de vente. Avis maintenant à tous ceux et celles qui attendent un heureux événement. La dernière version de la cote des prénoms est arrivée. Toujours en tête, côté filles, c'est à gauche, Clara et Emma, suivies de Louane et Maëlys. Côté garçon, il y a aussi une certaine continuité. Matteo, Enzo, Mathis et Noah remportent toujours un franc succès auprès des jeunes parents. Éducation, le chinois n'est plus une langue rare à l'école. Après avoir détrôné l'arabe et le russe, le mandarin est maintenant la 5e langue la plus étudiée. Les professeurs, souvent venus directement de Chine, sont très demandés et ils sont choyés par les établissements. À Beauvais, reportage José Blanc-Lapierre, Tristan Lebras. À l'arrivée du vol de Pékin, le proviseur de Beauvais a tenu à venir lui-même accueillir Mademoiselle Chang. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue en France. Merci. Voilà la cathédrale. Beauvais, c'est le premier contact avec la France de cette étudiante chargée d'enseigner le chinois aux élèves du lycée Jeanne Hachette, à la demande du proviseur.
pense que c'est indispensable. Je veux dire par là qu'un certain nombre de nos élèves seront forcément en contact au cours de leur vie professionnelle ou personnelle avec la langue chinoise. Mademoiselle Jiang doit rester 1 an. C'est le contrat passé entre son pays qui lui accorde 500 € par mois et la France qui, elle, assure le gîte et le couvert. En Chine, elle fait partie de ceux que l'on appelle des volontaires. C'est un nouveau départ. Je vais faire de mon mieux pour m'habituer à cette nouvelle vie. Eux aussi sont volontaires, prêts à tenter l'aventure. Et dès le premier cours, pas d'erreur, c'est du chinois. Bonjour, comment ça va? Et compter jusqu'à 10, le tout appris en 1 heure, c'est encourageant. Pour ma part, je pense que c'est pas un niveau difficile, tout le monde peut l'apprendre. Et s'ils sont là, c'est parce qu'avec le mandarin, il paraît que l'on trouve du boulot plus facilement. J'aime bien les caractères, et parce que c'est un pays émergent et c'est la langue du futur. Et d'après le professeur, en 3 ans, on arrive à se débrouiller à l'oral. J'ai confiance, je sais que je peux leur apprendre le chinois. Cette année, une vingtaine de volontaires comme Jiang sont arrivés en France, 2 fois plus que l'année dernière. Rugby, plus que 2 jours avant le coup d'envoi de la demi-finale qui opposera la France à l'Angleterre. Les 2 équipes se sont entraînées à tour de rôle au Stade de France. Le duel a donc commencé à distance pour l'instant. Nathanaël de Rinxin, Bruno Giraudon, Jean-Yves Blanc. On l'avait laissé groggy sur la pelouse de Cardiff. Ce matin, il est arrivé en pleine forme au Stade de France. Serge Betsen est bon pour le service. Samedi, l'insatiable plaqueur du 15 de France va donc une nouvelle fois croiser la route d'un de ses meilleurs ennemis, Jonny Wilkinson. Le Zidane du rugby anglais, le buteur dont le retour en forme coïncide étrangement avec les bons résultats de son équipe. C'est un peu le métronome de l'équipe anglaise parce qu'avec ou sans, c'est pas la même équipe. En mars 2002 à Saint-Denis, Betsen éclipse Wilkinson. Le 3e ligne tricolore dégoûte le maître à jouer britannique. La France remporte le tournoi, Betsen est surnommé le sécateur. En 2004 à Sydney, le sécateur arrive un peu tard. Un plaquage à retardement sur Wilkinson lui vaut une expulsion. L'Angleterre bat la France et remporte la Coupe du Monde. Pour nous, 2003 est un bon souvenir. Mais depuis 4 années ont passé. 4 années où je n'étais pas forcément sur le terrain. Les 2 équipes ont évolué et ça, on l'a bien compris. À 2 jours du choc face à l'Angleterre, les Bleus ne se sont entraînés qu'1 heure ce matin au Stade de France. Samedi, le 90e match de l'histoire entre les 2 pays aura une saveur particulière. Seul le vainqueur pourra goûter au plaisir d'une finale. On a beaucoup dit que cette Coupe du Monde provoquait l'engouement. C'est le cas aussi chez les enfants. Et de nombreux clubs dans des villes plutôt dédiées au football ont eu la surprise de voir affluer des dizaines de petits Dominici ou Michalak en herbe. Yannick Aroussi, Benoît Jourdan à Marseille. Boaka est encore perfectible, mais il a marqué les esprits de ces jeunes joueurs. C'est sur ce terrain que se sont entraînées les plus prestigieuses équipes avant leur match de Coupe du Monde à Marseille. La France, l'Afrique du Sud, les Australiens et les All Blacks. Et du coup, tous ces enfants mordent dans le rugby à pleines dents. J'ai regardé plusieurs matchs, ça m'a donné envie. Ne t'inquiète pas, tu es là pour apprendre, il n'y a aucun souci. Regarde. Bien sûr, quand on a 6 ans, on apprécie le côté maternel de l'entraîneur. À partir de la ligne derrière la ligne, c'est là où tu dois aller. Jouer! École de rugby, école de la vie, succès énorme cette année. Plus de 300 enfants inscrits. Le club refuse du monde chaque semaine. L'effet Coupe du Monde, c'est 20 à 25% de jeunes joueurs de plus que l'année dernière. On avait anticipé au niveau du terrain, bien sûr, en intégrant de nouveaux éducateurs et de nouveaux dirigeants, mais c'était au-dessus de ce qu'on avait prévu. Redonner de la vigueur au rugby à Marseille, ville de football, c'est l'espoir de tous les passionnés, mais le chemin semble encore long. Tu les connais, les joueurs de l'équipe de France? Ouais. Comment ils s'appellent? En fait, il y a Zidane et aussi Barthez, je connais, Chabal. Ouais. C'est ton préféré, Chabal? Oui.
Tu voudrais être aussi fort que lui? Ouais. J'adore. Comme lors de chaque grand événement, Marseille se passionne, reste à consolider ses bases pour peut-être doter la ville d'une grande équipe. Image de la Calypso, l'ancien navire du commandant Cousteau. Il a quitté à l'aube le port de La Rochelle où il était amarré depuis 9 ans et se dirige maintenant vers Concarneau dans le Finistère pour y être enfin restauré. Un remorquage délicat qui a nécessité un renforcement de la coque. La suite des Nobel, le prix de littérature a été décerné à la Britannique Doris Lessing, une récompense pour son œuvre marquée par l'Afrique et le féminisme. Et vous allez le voir, à 88 ans, elle n'a rien perdu de son naturel et de sa spontanéité. Abdel Mostefa, Sylvain Dauba. Stockholm, Suède. 13h, l'annonce de l'attribution du prix Nobel de littérature. Quelques heures plus tard à Londres, une vieille dame revient tranquillement de ses courses avec quelques artichauts et apprend la nouvelle. Vous avez entendu les nouvelles? Vous avez remporté le prix Nobel de littérature. Oh mon Dieu. Paris, à peu près au même moment, une lectrice qui, elle, a écouté les infos. Vous la connaissiez auparavant? Non, pas du tout. Voici Doris Lessing, dans la ferme de son père, en Rhodésie, l'actuel Zimbabwe. Elle arrêtera l'école à 14 ans, sera fille au père, standardiste, secrétaire, avant de se lancer dans l'écriture. Son premier livre, Vaincu par la brousse, sera un succès. Il y en aura une cinquantaine, avec de nombreux prix à la clé, dont ce Nobel, sur lequel elle ironise aujourd'hui. Avez-vous déjà siégé dans ce genre de comité? Vous êtes assis et on dit celui-là, celui-ci, celui-là. Tiens, celle-là, elle a dépassé un peu la date de péremption. Elle pourrait claquer bientôt, on ferait bien de lui attribuer le prix. Voilà ce qui a dû se passer. Ce qui est embêtant, glissera l'auteur du carnet d'or avant de rentrer chez elle, c'est qu'avec ce prix Nobel et toutes ces interviews, ça va m'empêcher d'écrire. Voilà, c'est ce qui s'appelle avoir du recul. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle le principal titre, la volte-face de la justice. Jean-Maurice Agnelet a été condamné en appel à 20 ans de prison pour l'assassinat d'Agnès Leroux, sa maîtresse de l'époque, riche héritière d'un casino, alors qu'il avait été acquitté en première instance. C'est l'une des plus grandes énigmes judiciaires françaises. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko. Point route, Valérie Maurice. 20h50, envoyé spécial autour de Françoise Joly et Guylaine Chenu, avec au sommaire notamment à la recherche d'Ingrid Betancourt. Très bonne soirée.